Merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais remercier l'équipe des Rencontres Philosophiques de Monaco de m'avoir invité, parce que c'est toujours à la fois un honneur et un bonheur d'être ici. Je voudrais m'interroger sur le statut du corps à la lumière d'une réflexion sur le désir. Et le titre de mon intervention pourrait être « Le corps du désir ». En effet, par-delà l'usage vague et indéterminé du terme, pour désigner au fond toute forme d'aspiration, il est possible de ressaisir la singularité du désir, tel qu'il s'atteste plus particulièrement, bien sûr, dans le désir amoureux. C'est alors immédiatement du besoin qu'il faut le distinguer. Le besoin renvoie à un manque ou à un défaut. Il est toujours besoin d'eux. Il a donc un objet déterminé, objet du manque, dont l'obtention va immédiatement annuler le besoin. De sorte qu'un besoin indéterminé, qui ignorerait ce qui lui manque, ne serait tout simplement pas un besoin. Ainsi caractérisé, le besoin nous éclaire sur la nature de son sujet, précisément sur le corps du besoin. Il s'agit d'un corps déjà constitué, défini par un certain nombre de constantes, de telle sorte que précisément le défaut de telle ou telle substance, menaçant telle ou telle constante, va entraîner un mouvement, le plus souvent irrépressible, visant à combler cette lacune pour restaurer l'homéostasie vitale. Le corps du besoin est donc le corps vivant, au sens, en quelque sorte, minimal et négatif de la vie, à savoir comme l'ensemble des fonctions résistantes à la mort, selon une formule célèbre. Le corps qui a besoin, c'est le corps qui veut survivre, qui veut rester en vie, qui maintient donc sans cesse les conditions de cette survie. Il est frappant de constater que le besoin cesse aussitôt qu'il est satisfait, et surtout qu'il est aussi vite oublié qu'il était impérieux, et que tout se passe alors comme s'il n'avait jamais été éprouvé. Toute la question est alors de savoir si ce corps physiologique, dont l'existence est incontestable bien sûr, qui est tout entier tendu vers le maintien des constantes vitales, épuise le sens du corps. Si ce corps est bien notre corps, si nous nous y reconnaissons et nous y réalisons. Ce corps qui a des besoins et les satisfait, donc est-il bien le nôtre, au sens où nous y serions présents en notre singularité ? Eh bien, force est de constater que nos besoins sont fondamentalement anonymes, que par exemple, en tant que j'éprouve de la soif, je ne me distingue pas vraiment de tout autre sujet animé par la même soif. Parce qu'il est un corps objectif, dont l'objectivité renvoie ici aux constantes biologiques, eh bien, ce corps demeure un corps anonyme, et je ne m'y reconnais pas plus que dans un taux de glucose ou une tension artérielle. Ainsi, s'il est vital au sens où il y va de ma survie en lui, le besoin ne l'est pas le moins du monde, au sens où j'y serais tout entier en jeu, comme l'on dira par exemple qu'il est vital d'écrire un livre ou vital de retrouver cette personne. Notons pour anticiper que la situation du désir est exactement contraire. Alors même que ma vie comme telle n'y est jamais en jeu, j'ai bien pourtant le sentiment que, par exemple, dans cette relation, je passe tout entier, comme on dit, au point que si elle devait cesser, j'y resterais, comme on dit encore. Et il peut arriver en effet que cette mise en question de ce que je nommerais existence, et donc qui n'est pas le corps biologique, puisse effectivement finir par avoir une incidence sur ma vie biologique. Eh bien, le désir s'oppose au besoin en tout point. Le trait fondamental qui le distingue d'emblée de celui-ci, mais dans un usage évidemment précis et non pas, comment dirais-je, indéterminé, eh bien, le trait fondamental qui le distingue du besoin est que, loin de l'éteindre, le désiré, son objet, l'intensifie. Que la satisfaction ne va pas sans une dimension de frustration. Comme si cela que je désire se trouvait toujours au-delà du point où je croyais le trouver et comme dessiné en creux au sein de ce que je rencontre effectivement. Dans l'ordre du désir, l'alternative entre satisfaction et insatisfaction n'est plus pertinente, puisqu'une véritable satisfaction ne va pas sans l'intensification du désir. Dire que mon désir est satisfait, ce n'est pas constater qu'il est éteint, mais qu'il se retrouve au contraire intact et plus puissant encore au contact de son objet. Donc le désiré le renvoie sans cesse à lui-même et le confirme dans sa force au lieu que le désir s'abolisse en lui. C'est ce que confirme la nature du plaisir que le désir suscite. Dans le cas du besoin, il faut reconnaître que le plaisir est finalement absent, à bien y penser. Comme le voulaient les épicuriens, le plaisir qui suit la satisfaction d'un besoin, eh bien ce plaisir n'est rien de plus que la suppression de la douleur liée au manque, c'est-à-dire au fond soulagement. Telle n'est pas du tout la nature de ce que nous nommons plaisir, je veux dire de ce que nous nommons vraiment plaisir, dont l'intensité se mesure à l'exacerbation du désir qui le suscite, si bien qu'en une sorte de brouillage fondamental, désir et plaisir passent l'un dans l'autre, la satisfaction du désir ne se distinguant plus alors de son intensification. Dès lors, la temporalité du désir est tout autre que celle du besoin. Celui-ci, le besoin, est nécessairement intermittent.
marque d'un déséquilibre, sa nature veut qu'il ne surgisse qu'occasionnellement. Il est le fait d'un corps dont la première vertu est le silence des organes. Tout au contraire, la nature du désir est sa constance et pourrait-on dire son assistance. Un désir par éclipse, qui ne surgirait que de temps à autre, ne serait pas vécu comme un désir authentique. Plus encore, un désir qui ne survivrait pas à la satisfaction, c'est-à-dire au fond qui pourrait être vraiment satisfait, ne serait pas non plus considéré comme un vrai désir et justifierait plutôt son assimilation au besoin. Autant dire donc que son caractère inextinguible est bien le trait constitutif du désir. Non seulement il perdure quoi qu'il en soit de l'état du corps, ce qui montre déjà, pour anticiper, que ce n'est certainement pas dans le corps physiologique qu'il s'enracine, mais de surcroît, il survit toujours à cela qui, dans une certaine mesure, le satisfait, comme si la satisfaction signifiait la confirmation du désir, autant que son apaisement. Précisons seulement que cette dimension inextinguible ne renvoie pas, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, qu'on serait tenté de penser, que cette dimension inextinguible ne renvoie pas à une impossibilité constitutive, comme si le désiré était en fait ou en droit inaccessible, comme si la modalité de la relation à l'objet était la séparation, comme chez Lévinas par exemple, ou dans les théologies négatives. Et il ne s'agit pas d'imaginer que la voie de la satisfaction est d'emblée fermée. Un désir sans satisfaction possible n'est pas un vrai désir. Il s'agit plutôt de savoir dans quelle mesure, de quelle nature, est cette satisfaction, s'il est en quelque sorte à la mesure du désir, ou si au contraire, le désir est relancé au sein même de la satisfaction par sa propre démesure. La question, et la plus difficile, est alors celle du sujet de ce désir, c'est-à-dire qui désire exactement, quel est le corps du désir. Insatiable, il renvoie manifestement à une lacune irréductible, de telle sorte que ce n'est pas dans le corps physiologique qu'il se racine, comme j'ai déjà eu l'occasion de le signaler. En tant qu'il est pourtant une dimension irrécusable de notre existence, et peut-être la dimension essentielle, eh bien, ce désir renvoie manifestement à un autre corps ou à une autre dimension du corps. On pourrait résumer la situation en disant qu'aucun objet ne peut satisfaire le désir, que rien de ce qu'il peut trouver ne le comble. Au vu de cette déception constitutive, tout se passe en effet comme si tout ce qu'il rencontre demeurait en défaut vis-à-vis de ce qu'il désire vraiment, de cela qui le comblerait, comme si son véritable objet, qu'il faut désormais écrire entre guillemets, ne pouvait qu'être dessiné en creux par les objets qu'il rencontre, comme ceux-là dont ils ne sont que le défaut ou la limitation. Donc comme si son véritable objet n'était rien d'autre qu'une sorte d'excès irréductible vis-à-vis de toute réalité finie, susceptible d'être rencontrée. Et c'est en ce sens qu'on a pu parler d'une infinité du désir dont les traditions spirituelles ont pu s'emparer. Entendons-nous cette déception constitutive, et donc cette intensification, ne tiennent pas à ceci que le désir aurait un objet déterminé, qui serait en fait ou en droit inaccessible, mais bien plutôt au fait que cela qu'il désire vraiment, cela à quoi il se rapporte et le fait exister comme désir, n'est pas de l'ordre de l'objet, n'appartient pas, en toute rigueur, au règne de l'étant. C'est ainsi seulement que peut se comprendre la négativité du désir, et pour ainsi dire, son malentendu fondamental. Parce qu'au fond, il cherche au plan de ce qu'il peut viser, à savoir au plan des objets, ce qui transcende ce plan. S'il cherche néanmoins sa satisfaction au plan des objets, c'est parce que ce qu'il vise, ce qu'il désire vraiment, n'est pas d'un autre ordre, n'est pas ailleurs. Donc l'excès dont il s'agit, excès par rapport à tout objet, qui commande l'excès du désir, ne renvoie pas à une transcendance positive. Il ne s'agit au fond que de l'excès, qui est au cœur de tout objet, comme le chiffre même de sa présence, comme la condition de sa consistance objective, à savoir tout simplement du monde lui-même, comme sol ou scène originaire, au sein de laquelle prennent place les étangs, et qui, à ce titre, n'est rien d'autre que, sinon le monde serait évidemment encore un étang. Le monde est en quelque sorte l'élément même de leur présence, je veux dire de la présence de toute chose, cela dont ils sont faits, et en quoi ils sont, sol qui n'est rien d'autre que ce qui l'habite, conjonction qui est donc disjonction, tissu pour ainsi dire, qui est sa propre déchirure. Ainsi, l'équation propre au désir, et c'est de ça que je suis parti, l'équation propre au désir nous renseigne sur la nature de son objet, qui n'est pas un objet justement. En effet, à quoi peut-il bien aspirer au sein du monde sans que cette aspiration puisse jamais être comblée, sinon au monde lui-même, en personne. Donc l'excès irréductible du désiré vis-à-vis du visé, c'est-à-dire encore l'excès du désir vis-à-vis de toute satisfaction, ne peut renvoyer qu'à l'excès du monde, comme transcendance non positive, vis-à-vis des étangs qui y paraissent.
Bref, c'est au monde même, c'est-à-dire au sol ou au fond même de l'étang, que le désir aspire en chaque étang. C'est pourquoi le désir est sans cesse relancé, car le monde n'est pas ailleurs, et pourtant sans cesse déçu, car aucun étang ne peut délivrer le monde comme tel. Alors, il faut souligner seulement, sans pouvoir nous y arrêter, que si le désir se tourne alors de manière privilégiée vers les autres, puisqu'au fond, on a tout de même le sentiment que le désir empirique, c'est un désir de l'autre, qui se tourne vers l'autre. Eh bien, il faut donc ajouter tout de suite que si le désir se tourne de manière privilégiée vers les autres, alors même que je viens de dire que par essence, l'objet véritable du désir, c'est un non-objet, puisque c'est cet excès irréductible au sein de tout objet que j'appelle le monde. Eh bien, si, par conséquent, le désir se tourne de manière privilégiée vers les autres, c'est dans la mesure où ils ont un statut privilégié par rapport au monde, à savoir le statut d'intercesseur. Autrement dit, loin d'exister aveuglément au sein du monde, par différence avec une chose quelconque, eh bien, l'autre a un monde. Et en tant qu'il a un monde, il l'ouvre par là même au monde. Il m'apparaît comme une sorte de fenêtre ouverte sur le monde, de brèche dans laquelle je peux m'engouffrer pour accéder au monde même, comme si le monde lui-même se repliait sur lui-même pour se figurer en un point de lui-même. Donc, c'est parce que l'autre est toujours promesse d'un monde que le désir se tourne d'abord vers les autres. C'est parce que l'autre est toujours promesse d'un monde qui est désir du monde que le désir se tourne d'abord vers les autres. Je pense par exemple à Proust, à L'ombre des jeunes filles en fleurs, où on voit très bien que ce qui fait l'objet premier du désir, c'est un monde auquel je veux appartenir et qui va peu à peu se spécifier, se cristalliser sous la forme de telle ou telle figure, féminine en l'occurrence. Mais je veux dire que ça montre bien que le désir de l'autre, il est toujours désir du monde de l'autre, et par là même du monde auquel l'autre peut ouvrir, et par là même du monde comme tel, en tant que l'autre est la seule manière pour moi d'y accéder. Alors il suit de là que le désir n'est pas manque, faute précisément d'un objet qui lui ferait défaut, et c'est en quoi il se distingue radicalement du besoin. Le désir ne manque de rien, il ne manque de rien, non pas parce qu'il est comblé, mais au contraire parce que rien ne peut le satisfaire. Et rien ne peut le satisfaire précisément parce que cela qui l'éteindrait n'est pas quelque chose, n'est pas de l'ordre des choses. Donc le désir n'est pas manque, car cela qu'il désire n'est pas d'une nature telle qu'il puisse manquer. Cela qu'il désire est au fond toujours déjà là, et c'est pourquoi le désir est pérenne, ne cesse jamais, mais se dérobe pourtant à toute présence et donc à toute possession. Voilà l'équation en quelque sorte du désir. S'il y a bien donc une négativité, et pour ainsi dire un défaut à la source du désir, il doit donc être d'une toute autre nature. On peut l'approcher en se posant une nouvelle question, qui est de prime abord incongrue, mais qu'il faut néanmoins poser, celle de la raison du désir. Au fond, pourquoi désirons-nous ? Ça ne va pas du tout de soi, et pourtant c'est un fait massif, comment dirais-je, irrépressible, et pourtant qui suscite l'interrogation. Pourquoi désirons-nous ? C'est-à-dire encore, qu'est-ce qui se joue dans le désir ? Pourquoi le désir tend-il inlassablement vers son objet, qui n'est pas un objet ? Pourquoi ne renonce-t-il jamais à lui-même ? Eh bien, il n'y a qu'une seule réponse possible, évidemment. C'est parce qu'il y va du sujet même du désir dans le désir. C'est parce que le désir est au fond toujours désir de soi. Le mouvement qui me pousse vers l'autre et, à travers lui, vers le monde, est donc en vérité l'envers d'une quête ontologique. C'est ici que ce que nous avons dit du besoin peut, en un sens, être transposé. Tout comme le besoin restaure une partie du sujet, comme on l'a dit au début, voilà, je manque d'eau, donc j'ai soif, eh bien, tout comme le besoin restaure une partie du sujet, celle dont il manque, eh bien, c'est le sujet lui-même, le sujet tout entier que le désir vise à restaurer. Autrement dit, le désir est le fait d'un être qui manque de lui-même, qui est en défaut sur lui-même. Le désir n'est pas manque d'objet, mais manque d'être, et donc manque à être. Le désir n'est donc compréhensible que comme la condition même d'un être traversé par un défaut d'être constitutif, d'un être qui n'est pas ce qu'il est, qui est privé de lui-même. Et donc on pourrait dire que l'hétéronomie ontologique est la loi du désir, et le désir est donc au fond toujours désir de réconciliation. Donc nous comprenons mieux alors ce que nous avions souligné plus haut, à savoir ceci, que l'échec du désir me met en jeu plus profondément que la non-satisfaction de besoin, qui est pourtant le besoin vital, alors que le désir ne l'est pas stricto sensu. C'est que dans le désir, il y va de mon être même. De sorte que si, dans certains cas, je peux en effet avoir le sentiment que je vais y passer tout entier ou que je vais y rester, c'est parce que j'y suis vraiment en jeu, que l'enjeu de mon désir n'est autre que moi-même. Non plus, bien sûr, mon corps physiologique, mais mon existence même, moi-même. Cependant et enfin, dans la mesure où le désir tend vers un autre que soi,
à savoir vers des étangs du monde. Le désir, il est toujours désir d'un autre. Eh bien, et donc, et plus précisément, comme j'ai tenté de le montrer, le désir du monde même à travers les autres. Eh bien, force est de reconnaître que c'est du côté du monde que réside l'être du sujet du désir, que c'est par la médiation du monde que le sujet du désir peut se rejoindre ou s'accomplir. Autrement dit, en aspirant au monde, c'est à soi que le sujet du désir aspire. En se tournant vers son autre, c'est en vérité lui-même que le sujet du désir cherche à accomplir. Donc l'équation ontologique du désir comporte deux dimensions. D'une part, celle d'une communauté ontologique avec le monde. Si le sujet tend sans cesse vers le monde, et si nous sommes en mouvement en quelque sorte, eh bien c'est qu'il y va de son être dans le monde, et par conséquent qu'il y va du monde dans son être. Mais d'autre part, second aspect, si ce mouvement vers le monde est incessant et insatiable, c'est parce que le sujet du désir est séparé du monde, et aussi irrémédiablement séparé que ce monde lui est nécessaire. Simplement, en toute cohérence, cette séparation ne peut avoir le même statut que la communauté. Elle ne peut s'enraciner dans une nécessité ontologique. Autant dire qu'il s'agit d'un pur fait, ou plutôt de ce que j'appelle un pur événement, qui affecte le monde sans que celui-ci puisse de quelque façon en être la source ou en contenir la raison. Cet événement n'est autre que celui du sujet lui-même, son avènement, et c'est pourquoi le sujet, le désir, est constitutif de son être même. Ainsi, on pourrait dire, pour poursuivre l'opposition que je suis en train de construire avec le besoin, eh bien, la condition du désirant, et donc la raison du désir, ce n'est pas le manque, c'est la séparation. Le besoin est du côté du manque, le désir est du côté de la séparation. Non pas le défaut d'une réalité positive, mais l'exil du sujet hors du monde et par conséquent hors de lui-même. C'est parce que le régime du désir est celui de la séparation que le désir est aussi inextinguible qu'il est impérieux. Le désir est le fait d'un être qui tend vers lui-même à travers le monde, qui tente de surmonter une scission originaire, scission de lui-même avec le monde et donc de lui-même avec lui-même. Scission qui est aussi insurmontable qu'elle est injustifiée, aussi impossible ontologiquement qu'elle est nécessaire factuellement ou événementiellement. Alors maintenant, pour finir, nous sommes en mesure de revenir à la question du sujet du désir, qui désire, et donc du corps, pour autant que le désir envoie bien un corps, ou plutôt en dessine le contour. Alors que, comme nous l'avons vu, le besoin supposait un corps physiologique déjà donné, caractérisé, on l'a dit, par des conditions d'équilibre, eh bien, le désir ne saurait être compris comme une modalité ou une propriété du corps. S'il est vrai que le désir est le mode d'être d'un être qui est privé de lui-même et tend vers lui-même, eh bien, force est de conclure que le sujet n'a pas de désir, mais plutôt qu'il est désir. Le désir, ce n'est pas une propriété du sujet, une modalité du sujet. En tant que le désir est manque à être ou manque d'être, eh bien, il faut dire que le sujet est désir, que le désir qualifie son être, son ultime mode d'être, sous la double contrainte de l'appartenance ontologique et de la séparation. Dès lors, le désir n'est pas une possibilité du corps, mais sa possibilité même, c'est-à-dire son mode d'être constitutif. En vérité, en toute rigueur, il faudrait dire que ce n'est pas le désir qui est une possibilité du corps, mais plutôt le corps qui est une possibilité du désir, dans la mesure où c'est bien cette condition de séparation et le mouvement auquel elle donne lieu qui définit notre mode d'être concret au sein du monde. Autrement dit, si nous existons concrètement et dynamiquement, comme on va le voir, au sein du monde, c'est parce que nous sommes séparés de nous-mêmes, et c'est parce que donc nous aspirons à nous-mêmes à travers le monde. Bref, c'est parce que nous désirons. Autrement dit, c'est pas parce que nous avons un corps que nous désirons, c'est parce que nous désirons que nous avons un corps. Il n'échappe en effet à personne, de manière tout à fait phénoménologique, que c'est dans le désir seulement que nous nous incarnons vraiment, que l'enjeu du désir est au fond toujours d'avoir un corps, de trouver son corps, de se faire corps par la médiation du corps de l'autre. Ce corps, bien sûr, du désir, non plus au sens où il en serait le sujet, mais il en est le produit en quelque sorte, eh bien ce corps est aux antipodes du corps du besoin, qui est aussi le corps de la biologie. Ce corps, il n'est pas plénitude, mais lacune ou creux, non pas consistance, mais au contraire défaut d'être et donc fragilité. Si la substance, selon la définition classique, est bien ce qui n'a besoin que de soi-même pour exister, eh bien le corps, c'est la non-substance par excellence. Cela qui ne consiste pas en soi-même, mais a toujours besoin d'autre chose, et précisément de la transcendance même du monde, pour exister. Cela qui n'est pas identique à soi, mais au contraire absent de soi. D'où l'on voit que le corps de ce corps évanescent, le socle de notre corporité, c'est-à-dire la chair de notre chair,
réside dans le monde et consiste dans ce monde même. Notre corporéité propre, elle est séparation vis-à-vis de la chair du monde, exil ontologique vis-à-vis du monde, et c'est bien pourquoi nous sommes tout entiers en jeu dans notre lien de désir à l'autre et à travers lui au monde. Ce corps, qui est traversé par un défaut d'être, corps de la séparation, ne peut donc exister que sous la forme du mouvement, qui est la figure concrète du négatif. Le corps est ce mouvement même d'aspiration à la plénitude par la médiation du monde, d'incessante avancée vers un monde et d'incessante déception par les choses du monde. Là encore, il ne faut pas dire que le mouvement est une modalité du corps et que le corps est le simple sujet du mouvement. Il faut dire au contraire que le corps n'est pas autre que ce mouvement même, qui laisse sa possibilité la plus propre, et que tout ce que le corps possède de stable ou de substantiel est déposé par le mouvement, plus précisément par le désir. Donc le corps n'est pas le sujet du mouvement, mais sa trace. Enfin, ce mouvement, qui est aussi impérieux qu'il est inextinguible, n'est autre que celui de la vie elle-même. Le corps du désir est un corps vivant, ou plutôt le corps vivant, mais on l'a compris en un sens tout autre que celui de la vie dont parle la biologie et qui est sous-jacent au corps du besoin. Ce corps du désir est un corps vivant, c'est le corps vivant, parce qu'en effet, à travers cette dynamique du désir, en sa double dimension d'appartenance et de séparation, c'est bien un sens originaire de la vie que nous accédons. Sens originaire qui est plus profond que le partage entre ce qu'on pourrait appeler une vie intransitive et une vie transitive, entre le fait d'être en vie d'une part et le fait de vivre un monde, de faire l'expérience d'un monde d'autre part. Donc dire que l'épreuve du désir est celle du corps, que seul le désir nous donne accès au stand-être véritable du corps, c'est dire que le désir est initiation à la vie même. Ainsi, dans le désir, nous nous sentons véritablement vivants. On pourrait dire c'est seulement dans le désir que nous nous sentons véritablement vivants. Et d'une certaine façon, partout où la vie fait l'épreuve d'elle-même, du désir est déjà à l'œuvre.